l'éducation de l'enfant et qui réclament la qualité de parent. Alors, est-ce que la parenté sociale va être le prix de la course? Premier arrivé, premier parent, outre le fait que ce serait totalement arbitraire, de toute façon, ça ne résoudra pas le cas où les 4 personnes vont reconnaître l'enfant en même temps, par exemple. Donc, à défaut de pouvoir départager les candidats à la parenté, le juge devra-t-il allonger la liste des parents? C'est ce qu'a fait la Cour d'appel de l'Ontario au Canada, dans une affaire où 2 femmes avaient décidé d'avoir un enfant avec l'assistance d'un ami homme, mais elles concevaient que quand même le père devait rester présent dans la vie de l'enfant, même s'il était convenu à l'origine que l'enfant serait élevé par les 2 femmes. Et puis, le temps passant, la 2e femme a demandé à être reconnue en justice comme mère de l'enfant, ce qui lui a été accordé par la Cour d'appel de l'Ontario. Concrètement, la Cour a déclaré cette femme comme une mère de l'enfant. Vous voyez déjà que quand on passe de la mère de l'enfant à une mère de l'enfant, c'est une mère parmi d'autres. Et là, cet enfant a 3 parents, mais en toute logique, il pourrait très bien en avoir plus. Et reconnaître 3 parents à un même enfant, ça n'est pas une dérive ou un excès à redouter et qu'on pourrait éviter dès lors qu'on est prévenu. Pas du tout. C'est la conséquence normale et logique de l'admission des parents de même sexe. Et d'ailleurs, le cas du Canada n'est pas du tout un cas isolé, parce que les associations de parents gays et lesbiens, dont j'ai parlé tout à l'heure, réclament déjà au Parlement et au gouvernement la reconnaissance de la multiparenté. En Californie, le Parlement de l'État californien a voté une loi qui prévoyait la possibilité de reconnaître légalement comme parents les différents adultes qui se considèrent comme tels et s'investissent auprès de l'enfant, qui correspondent aux critères légaux, c'est-à-dire s'investissent auprès de l'enfant. Il se trouve que cette loi a été bloquée par un veto du gouverneur en septembre 2012, mais enfin elle a quand même été votée par un parlement. Donc on voit qu'on n'est pas dans l'imaginaire de quelques juristes catastrophistes. Ça c'est la conséquence tout à fait normale et logique. Et d'ailleurs les Pays-Bas sont en train de faire la même chose, il y a un débat en ce moment, après avoir accepté l'idée des parents de même sexe. Maintenant, c'est le parti écologiste qui réclame du gouvernement la possibilité de reconnaître officiellement 3 personnes ou plus comme parents d'un même enfant pour tenir compte de la réalité sociale de la multiparenté. Bon, alors, avec tout cela, eh bien, cette perte de sens de la relation de filiation et les conflits de parenté négatifs ou positifs inextricables qu'elle entraînera, ne concerne pas seulement les adultes de même sexe et les enfants qu'ils pourraient adopter directement. Ce sont bien toutes les familles, tous les enfants, tous les parents, la société entière, qui sont concernés. Pourquoi? Parce que admettre des parents de même sexe exige, et c'est d'ailleurs ce que prévoit le projet, de réécrire le code civil pour faire disparaître les mots père et mère, inadaptés pour désigner des parents de même sexe, comme les mots mari et femme, inappropriés pour désigner des conjoints de même sexe. Donc tous les enfants français sont concernés, parce que les actes de naissance ne pourront plus indiquer les pères et mères d'un enfant, mais seulement les rattacher à des adultes qu'on appelle parents, mais qui ne peuvent plus lui indiquer son origine, parce que les cases prévues sur les actes de naissance devront être accueillantes pour les parents de même sexe. Or, les parents de même sexe ne rentrent pas dans les cases père et mère. Donc, Madame Taubira a beau nous affirmer qu'on ne changera pas les actes de naissance et qu'il n'y aura pas écrit parent 1, parent 2, c'est faux. D'ailleurs, quand on lui demande, mais alors, qu'est-ce qu'il y aura écrit sur l'acte de naissance, elle répond, vous verrez. Donc, nous verrons, mais nous savons déjà en fait ce qu'on va voir. Parce que, à partir du moment où le projet permet l'adoption plénière par des personnes de même sexe, on est obligé de changer les actes de naissance. Parce que l'adoption plénière, le jugement d'adoption plénière tient lieu d'acte de naissance pour l'enfant. Ce qui fait que ce qu'il y a sur le jugement d'adoption plénière, c'est ce qu'il y a sur les actes de naissance. Donc concrètement, un jugement d'adoption plénière ne pourra pas désigner des pères et mères à l'enfant quand il sera adopté par 2 hommes ou 2 femmes. Ce qui veut dire que nécessairement, les mentions père et mère devront disparaître des actes de naissance. Alors par quoi seront-elles remplacées? Parent 1, parent 2. Madame Taubira dit non, certainement pas. Alors ce sera quoi? Parent A, parent B, peut-être? Bon, je ne sais pas. En Espagne, après avoir admis l'adoption par les personnes de même sexe, eh bien, les actes de naissance ont été réécrits
Et les mentions père et mère ont disparu, et maintenant il prévoit progénitor A, progénitor B. C'est quand même assez paradoxal, parce que progénitor, à moins que ce soit un faux ami en espagnol, je ne sais pas, fait encore plus allusion à la procréation biologique, même que les termes de père et mère. Bon. Donc, à moins d'admettre des actes de naissance différents selon que l'enfant a des parents de même sexe ou de sexe différents, ce qui est complètement inconcevable, parce que c'est la ruine de l'état civil, ce qui supposerait d'admettre que la filiation à l'égard des personnes de même sexe n'est pas équivalente à celle à l'égard des personnes de sexe différent, ce qui ne sera jamais admis par les promoteurs du projet. Et puis de toute façon, ce qui serait impraticable en pratique, parce que l'officier d'état civil, lorsqu'il reçoit une déclaration de naissance, ne sait pas forcément qui sera le second parent. Donc il ne sait pas au moment où on déclare la naissance s'il doit prévoir un acte de naissance pour parents de même sexe ou parents de sexe différent. Donc de toute façon, pour de multiples raisons, on ne peut pas imaginer un état civil à la carte. Tout le monde doit avoir les mêmes actes de naissance, ou alors les actes de naissance ne signifient plus rien. Donc tout le monde changera d'acte de naissance. Alors pas vous et moi, parce que ça ne sera pas rétroactif. Déjà ça coûterait beaucoup trop cher de refaire des actes de naissance, et ça n'aurait aucune utilité. Donc ce ne sera pas rétroactif, mais en revanche, tous les enfants à venir auront bel et bien des actes de naissance qui mentionneront je ne sais pas exactement quoi, mais en tout cas, ni père ni mère. Bon, par ailleurs, la multiparenté, c'est pour tout le monde aussi, hein, parce que tous les parents, fussent-ils hommes et femmes, devront s'attendre, en cas de décomposition suivie de recomposition de famille, à ce que le nouveau conjoint ou concubin, bon, dans l'état du projet, il ne s'agit que du conjoint, mais enfin, disons que le nouveau conjoint de leur ex ne réclame à être reconnu lui aussi comme parent, à la hauteur de son investissement affectif et éducatif auprès de l'enfant. C'est-à-dire que la multiparenté, bien que s'en défende le gouvernement, c'est une conséquence logique et normale de ce projet de loi, donc elle viendra forcément. Elle viendra forcément, et dès lors qu'elle viendra, ce sera pour tout le monde. Hein, donc, il faudra prévoir des actes de naissance accueillants pour les parents 3 et 4, et encore une fois, pour tous les enfants. Parce qu'au moment où un enfant sera déclaré, l'officier d'état civil ne peut pas savoir si dans 6 ans, sa mère ne va pas divorcer, se remarier avec une femme ou un homme, peu importe, qui lui-même va vouloir être reconnu comme 3e parent. Voilà. Donc de toute façon, tout le monde aura des actes de naissance à entrée multiple. Bon, comme le temps passe, je vais peut-être... Combien 15 minutes. Ah bon, alors, ça tombe bien. Enfin, je vais conclure sur la filiation. Et après ça, je voudrais dire 2 mots du mariage. Parce que aujourd'hui, l'actualité nous oblige à être contre le projet de loi. On est obligé, dans l'urgence, de défendre le mariage contre cette attaque-là dont il est l'objet. Mais en réalité, on ne peut pas s'arrêter là. Parce que si nous sommes obligés de défendre le mariage contre le projet de loi actuel, c'est parce que la société et nous également, on a perdu la perception de la signification profonde du mariage. Et si aujourd'hui des personnes de même sexe réclament de se marier, c'est parce que la signification profonde et sociale du mariage est complètement perdue de vue. Donc, puisque j'ai 10 minutes ensuite, j'aimerais bien dire quelques mots sur le mariage. Donc en conclusion sur la filiation, pour satisfaire les revendications de quelques-uns, le projet envisage de faire subir à tous la perte de sens de la relation sociale fondatrice, la filiation. Il ne s'agit pas d'un refuser ce projet de loi, ce n'est pas un déni de la réalité. Oui, il y a des enfants qui sont élevés par des personnes de même sexe. Et alors? Oui, ces personnes de même sexe les aiment beaucoup. Et alors? C'est-à-dire que tous les liens d'affection, quand bien même ils seraient très réels, n'ont pas à recevoir une reconnaissance juridique, et en tout cas certainement pas à être reconnus juridiquement comme ceux qui ne sont pas. Par exemple, il y a un lien affectif qui est très important et qui n'est pas reconnu par le droit, c'est l'amitié. On peut même, dans certains cas, avoir des amitiés qui sont bien plus importantes que les liens du sang. Combien de fois est-ce qu'on peut dire à propos d'un ami, il est pour moi comme un frère, ou bien plus qu'un frère, il a été pour moi plus qu'une mère, bon. Et pourtant, ce lien d'amitié ne fait pas l'objet d'une reconnaissance juridique. Alors on pourrait crier au déni de la réalité, c'est scandaleux, si je veux léguer mes biens à mon ami plutôt qu'à mon frère ou à ma sœur, etc. Donc exiger la reconnaissance juridique, et pour rentrer dans les cases de ce qui existe, eh bien, on pourrait penser à exiger que les amis puissent être déclarés comme frères et sœurs. Alors évidemment, le Code civil peut le faire. On peut dire que les frères et sœurs sont 1. Ceux qui ont des parents communs, 2. Ceux qui sont unis par un lien d'amitié très fort.
mais on voit bien que appeler frères et sœurs des amis, eh bien, ça prive le mot fratrie de toute signification, ça ne veut plus rien dire. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les parents. C'est-à-dire que le fait que la compagne d'une mère aime beaucoup l'enfant de sa compagne, ça n'exige pas du tout de la reconnaître comme mère. Ce serait une incohérence. Et ne pas la reconnaître comme mère ne veut pas dire que on ignore, qu'on méprise le lien qui l'unit à l'enfant. Et d'ailleurs, les enfants élevés par des personnes de même sexe ne sont absolument pas dans une situation de vide juridique, contrairement à ce qui est prétendu partout. Je voudrais revenir sur ce point s'il y a des questions, mais je ne vais pas m'attarder maintenant. Il y a des solutions pour accompagner ces situations, mais la loi n'a pas à les encourager, parce que rappelons quand même que si ces enfants existent, c'est parce qu'ils ont été conçus d'une façon qui les prive délibérément de leur père ou de leur mère. Donc, la situation est là, on la gère, mais la loi n'a pas non plus à l'encourager. Bon alors, fonder la filiation sur l'investissement de l'adulte auprès d'un enfant laissera pour compte certains enfants, privés de filiation car non désirés, ou au contraire, suscitera autour de certains autres surdésirés des conflits de parenté inextricables. Donc, on voit que les bonnes intentions qui ont sans doute présidé à ce projet ne peuvent pas écarter les difficultés objectives et graves qu'il infligerait à la société. Et donc c'est pourquoi, si l'émotion, la sensibilité peut dans un premier temps être pourquoi pas favorable après tout à un projet qui se présente comme généreux, la raison doit imposer d'y renoncer, parce que les difficultés à venir sont sans proportion avec l'objectif généreusement annoncé. C'est-à-dire que la loi ne peut infliger aux enfants de devenir les enfants sociaux pour satisfaire les désirs dont ils sont l'objet. Et le droit français, à mon avis, doit continuer à garantir aux enfants une filiation cohérente et crédible, seule capable de leur indiquer d'où ils viennent et qui ils sont. Alors, avec ça, j'ai terminé sur la filiation, mais si je peux... s'il n'y a pas besoin de faire une pause, là, sinon je peux... Bon. Alors, en quelques mots, nous avons l'occasion de... ce projet de loi nous oblige concrètement à revenir sur le mariage. Et ça, c'est un luxe dont on ne peut pas se passer. Très franchement, la société s'en est passée pendant beaucoup trop longtemps, et voilà le résultat. Alors, on constate dans les réformes récentes que le législateur s'évertue à retirer toute spécificité au mariage, en supprimant ses avantages, ou alors en les étendant, ce qui revient au même, au pax, ou parfois même au concubinage. La sollicitude de la loi s'étend à toutes les formes de vie, composées et recomposées, sauf au mariage. Le mariage est considéré comme ringard, dépassé, fini, et comme par hasard, les personnes de même sexe revendiquent de se marier. Donc, de façon paradoxale, ça manifeste bien que le mariage n'est pas finalement si dépassé que cela. Et cette revendication un petit peu irrationnelle et paradoxale nous oblige à revenir justement sur la signification profonde du mariage. Pourquoi est-ce que la société peine à investir dans le mariage? Et pourquoi est-ce que les personnes de même sexe, certaines personnes de même sexe revendiquent de pouvoir se marier? C'est parce que on pense aujourd'hui que le mariage n'est plus qu'une forme de vie de couple parmi les autres, qu'un cadre familial équivalent à d'autres. Or ça justement c'est faux. Et c'est sur ça qu'il faut revenir. D'abord, premier point, le mariage c'est un engagement social. C'est très important. C'est-à-dire que le mariage ne concerne pas que les conjoints. Évidemment, quand on se marie, on prend un engagement vis-à-vis de son conjoint. Mais pas seulement. L'engagement est pris par les conjoints l'un envers l'autre, mais aussi devant la société et selon les règles fixées par elle. Et concrètement, les époux acceptent que leur relation ne soit